Bien, bienvenue à tous. Je teste mon micro. Voilà, pas de crachetis, c'est très désagréable. Ouais, voilà. On m'avait averti que le signal n'était pas toujours bon. C'est sans doute parce que c'était la salle du Grand Conseil avant. Alors, bienvenue à tous dans cette salle. Quel meilleur signal d'ailleurs que de se retrouver tous ici, puisque c'était une salle de débat. Et aujourd'hui, c'est une salle de conférence, mais également de débat. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir ici, ce soir, pour un thème qui apparemment a suscité plus que de la curiosité, à voir le nombre que vous êtes ce soir assis. Donc bienvenue pour cette soirée de conférence et d'échange sur un thème passionnant et ô combien d'actualité. On le voit d'ailleurs au nombre qu'on est. Bien vieillir au XXIe siècle, mais bien vieillir avec cette révolution qui est en marche, qu'est la médecine personnalisée. J'aurai le plaisir de vous accompagner ce soir. Mon nom est Blaise Villa, je suis directeur du magazine Génération, qui est réservé aux 50 ans et plus. Quand je dis réservé, c'est une erreur, qui est dédié aux 50 ans et plus. Donc médecine prédictive, big data, profil génétique, individualisé. Vous m'entendez bien? Ça va. Traitement individualisé. La médecine personnalisée devrait permettre à tous de devenir acteurs de sa propre santé et de sa propre qualité de vie. Comment? Avec quelles limites? Quels espoirs aussi? Pour en parler ce soir, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur cette scène 4 spécialistes que je vous présenterai après. Et ils se succéderont tous au micro avec une pause au milieu. Il n'y aura pas de pause pour s'égayer dans les couloirs. Vous restez avec nous. Une pause d'une petite et courte vidéo. Ah, décidément. Aux alentours de 18h, 18h10, nous aurons un moment de questions-réponses. Et au vu du nombre que vous avez, le temps qui est imparti, je compte déjà sur vous. Si vous avez des questions, vous en aurez certainement pour être court et succinct, mais efficace. Voilà. Et puis, à 18h30, nous aurons un cocktail où tout le monde sera bienvenu. Cette conférence exceptionnelle est retransmise aujourd'hui en direct via Facebook et Twitter. C'est important pour ceux qui n'ont pas pu entrer. Et les liens sont disponibles sur la plateforme Santé Perso. Alors, sans plus attendre, le plaisir tout d'abord d'accueillir Peter Bray, directeur de la fondation Lénars, pour une brève introduction sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mais quel plaisir de vous voir ici ce soir. On vit de plus en plus longtemps. On le sait. Peut-être quelques chiffres qu'on a tous les mêmes choses en tête. Aujourd'hui, un peu moins qu'un Suisse sur 5 a plus que 65 ans. Dans 20 ans, ça va être un Suisse sur 4. Les personnes d'âge avancé, disons 80 ans et plus, représentent 5% de nous. Un Suisse sur 20. Dans 20 ans, ça va doubler. Les seniors, si vous permettez ce mot, sont plus que jamais actifs, informés et demandent d'être acteurs de leur santé. Ils sont curieux aussi. Blaise l'a dit, la présence ce soir, donc merci d'être avec nous pour discuter ensemble comment mieux vieillir, bien vieillir, dans ce XXIe siècle. La salle est pleine et pour ceux qui nous regardent par Internet en direct ou en différé, bonjour ou bonsoir. Non seulement on vit plus longtemps, mais on vieillit aussi de mieux en mieux. Mais avec l'âge qui avance, bien sûr, les problèmes de santé peuvent augmenter. 2/3 des personnes de 80 ans et plus souffrent de plusieurs maladies chroniques, le fameux comorbidité. Et la moitié prennent quotidiennement des médicaments. On sait aussi, à peu près 70% des cas, les prescriptions peuvent être inadaptées et en fait péjorent la qualité de vie des années. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on entend beaucoup parler du progrès de la médecine, les apports de la technologie et de ce machin dont Blaise a déjà parlé, cette médecine personnalisée, cette cohabitation de génétique, donc notre ADN, et le big data, donc cette capacité d'analyser et de stocker une quantité de données quasi illimitée.
Et ces développements ouvrent, en théorie au moins, la voie vers des traitements de plus en plus individualisés sur base de notre ADN et de toutes les datas, toutes les données de ce que nous sommes. On pourrait, en principe, aller vers une meilleure prise en charge des patients et mieux prédire les maladies comme le cancer et l'Alzheimer. Alors, la Fondation Lennart a lancé il y a un an l'initiative médecine personnalisée et société, que vous voyez sur le slide, qui a comme but de collectivement mieux comprendre ce que cela implique et d'en discuter. Nous avons créé, ensemble avec Planète Santé, ce plateforme d'échange Internet, medperso.ch, que je vous invite à visiter, qui vise à stimuler les échanges, y compris les événements d'aujourd'hui. Car, comme on dit, la guerre est trop importante pour laisser aux généraux. Or, la médecine personnalisée, la santé personnalisée, est trop importante pour la laisser aux seuls chercheurs. La plateforme vise à donner les moyens à nous, la population, de devenir acteurs dans ces développements. Et l'enjeu de la rencontre aujourd'hui, c'est donc de voir plus clair. Ce qu'on lit dans la presse sur le progrès médical, est-ce que c'est des visions, des fantaisistes, des fantaisies, ou est-ce que ça s'applique à nous, ici et maintenant? Donc ce soir, nous avons le privilège d'avoir ces 4 experts qui sont prêts à partager leurs connaissances et leur expérience avec nous. Et il me semble donc tout à fait essentiel d'arrêter cette introduction ici pour leur passer la parole le plus vite possible. Merci. Alors, sans plus attendre, par ordre d'apparition, je vais quand même les présenter avant de leur... La parole, je crois que je vais changer de micro, pardonnez-moi. Voilà. Voilà, on a toujours des petits soucis techniques, pardonnez-moi. Donc, par ordre d'apparition, nous aurons d'abord le professeur Christophe Bulat, chef de service gériatrie et de réadaptation gériatrique au CHUV, qui va prendre la parole. Je la lui laisse à l'instant. Merci Blaise pour l'introduction. Merci à vous d'être ici ce soir. Donc moi, on m'a donné comme tâche de placer le décor, de façon à ce que les orateurs suivants puissent rentrer un peu plus dans la profondeur du sujet. Je ne vais pas trop vous parler de génétique, et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. En fait, ce que j'ai proposé de faire, c'est d'aborder 2 questions dans mon exposé, dans les 10 minutes qui me sont allouées, en discutant dans un premier temps des comportements protecteurs qu'on pourrait avoir, et j'essayerai de vous convaincre que quelque part la génétique dans le fond ne détermine que probablement 20 à 30% de la façon dont on vieillit, et vous sortirez d'ici avec quelques recettes pour mieux vieillir. Et puis la deuxième partie, on parlera plus spécifiquement de ce qui est notre quotidien comme médecin sur le terrain. C'est la question des choix et des préférences des personnes âgées. Et je partagerai avec vous quelques données pour répondre à la question, dans le fond, qu'est-ce que ces patients qui souffrent de plusieurs maladies, ce qu'on appelle élégamment des gens multimorbides, nous disent par rapport à ce qu'ils attendent des soins. Et on pourra faire le lien par rapport aux promesses que la médecine prédictive et personnalisée donne. Alors voilà, trois volets ou 3 parties, un volet préventif, un volet prise en charge et puis ce qui servira de conclusion préliminaire avant le débat. Le volet préventif, juste un rappel, le rappel de l'enjeu dans le fond. Qu'est-ce que veut dire ce vieillissement? On sait que le nombre de personnes âgées augmente et vous allez voir apparaître ici des trajectoires fonctionnelles au cours du temps depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et à l'âge avancé. Et bien entendu que l'enjeu, lorsqu'on parle de prévention en gériatrie et de façon générale en médecine, c'est essayer de maintenir le plus de personnes possible sur une trajectoire fonctionnelle de robustesse où les personnes ne passent pas par une case qui est une case de dépendance au quotidien, par opposition à une trajectoire beaucoup moins favorable de quelqu'un qui passe par cette case dépendance. Et malheureusement, je ne vous cacherai pas que pour la majorité d'entre nous, c'est une case et une étape par laquelle nous passerons. L'enjeu, c'est de faire qu'elle soit le moins intense possible et la moins longue possible. Et c'est cet enjeu de compression de cette période de dépendance qui est importante en termes de prévention. Alors, est-ce qu'on sait quelque chose des facteurs qui déterminent si on se trouve plutôt
ou si on va se trouver plutôt sur une trajectoire favorable ou défavorable, l'OMS a proposé un modèle qui est un peu compliqué, mais que je partage avec vous, avec un certain nombre de déterminants. Et comme vous le voyez, ces déterminants ne sont de loin pas seulement médicaux, mais il y a des déterminants économiques, et on sait que ça a une importance capitale, sociaux, environnementaux. Des déterminants personnels, c'est probablement là qu'on trouverait les déterminants génétiques, mais une fois encore, probablement peu de rôle par rapport à ces trajectoires. Et par contre, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est m'arrêter un instant sur les déterminants comportementaux. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à anticiper et préparer notre vieillissement? Et pour le faire, ce que j'ai choisi de faire, c'est de partager avec vous les résultats d'une large étude qui a été publiée cette année, étude absolument fascinante, qui a porté sur un peu plus de 120 000 personnes, des gens dans une fourchette d'âge de 30 à 75 ans, qu'on a suivis pendant 34 ans. Donc une logistique importante, on s'approche un peu de la partie big data de cette médecine personnalisée et des promesses. Et ce qu'ont fait les auteurs de cette étude, c'était de tenter de répondre à la question, est-ce qu'on peut cumuler des facteurs protecteurs qui vont nous permettre de vivre plus longtemps? Autrement dit, est-ce que les comportements qu'on adopte nous protègent quelque part de décéder? Et comme vous le savez, avant la case décès, il y a la case maladie, et une bonne partie des facteurs protecteurs dont on va parler, c'est quelque chose qui nous protège pas seulement du décès, mais qui protège justement nos capacités fonctionnelles. Alors, les 5 comportements, il n'y a pas trop de surprises, mais je vous invite à y réfléchir. Ne pas fumer. Le deuxième, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a le droit de boire et plutôt modérément. L'autre chose que les auteurs ont regardé, c'était l'effet d'être ou pas en surpoids, d'avoir une alimentation plutôt de bonne qualité, cette fameuse diète méditerranéenne, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de l'huile d'olive, et puis d'avoir une activité physique modérée mais régulière. 30 minutes par jour, entre 3 à 5 fois, idéalement 7 fois par jour, mais en tout cas 3 à 5 fois. Et ce que vous allez voir apparaître sur le graphique suivant, c'est pour les femmes ici à gauche, les hommes à droite, en fonction de la présence de 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces facteurs protecteurs, donc profil défavorable ici, profil très favorable ici, l'effet sur l'espérance de vie à 50 ans. Aux États-Unis, pour les femmes, pour vous donner une idée, cette espérance de vie à 50 ans, en moyenne, c'est 33 ans. Et vous allez voir dans un instant, pour les deux sexes, l'effet de cumuler des facteurs protecteurs. Ce que vous pouvez retenir, c'est que si je suis une femme et que j'ai un excellent profil protecteur, je gagne à peu près 14 années d'espérance de vie. Si je suis un homme, c'est à peu près 12 années. Alors vous me direz, c'est de l'espérance de vie, est-ce que la qualité est au rendez-vous? La réponse, elle est oui, elle n'est pas donnée par cette étude, mais d'autres études nous montrent, en particulier en ce qui concerne l'activité physique, que non seulement on rajoute de la quantité de vie, mais aussi de la qualité en termes justement de maintien des capacités fonctionnelles. Et cet effet, il persiste au-delà de 50 ans. Je vous ai montré juste ici, par exemple, lorsque les gens arrivent à 85 ans, si j'ai la chance d'avoir 5 facteurs protecteurs en moyenne, comparé à quelqu'un qui n'a aucun de ces facteurs protecteurs, je gagne encore 6 ans d'espérance de vie. Alors, est-ce que ça marche plus tard? J'ai choisi un exemple, un seul exemple. Il y avait un S au départ parce qu'il y en avait 2, le temps m'en autorise qu'un seul. Cet exemple, il fait le lien avec l'exposé que le docteur Olivier Hérault va faire tout à l'heure concernant le déclin cognitif. C'est une étude qui a été faite chez à peu près 1 millier de personnes, d'âge 60 à 77 ans, qui au départ avaient des performances cognitives tout à fait normales ou très légèrement altérées, et les gens qu'au hasard, on a attribué soit un groupe d'intervention, on va voir dans un instant quelle intervention, soit un groupe contrôle, et on a continué de les suivre au cours du temps. L'intervention, sans surprise, c'était une bonne alimentation, mais il faut le faire pour modifier l'alimentation des gens, une alimentation de type méditerranéenne, de l'activité physique, un peu d'entraînement cognitif et puis une prise en charge des facteurs de risque vasculaire. Le groupe contrôle, lui, a suivi ses soins habituels. Et la question qui était posée, c'était de dire est-ce que cette intervention qui cumule des facteurs protecteurs alimentaires, d'activité physique, de stimulation cognitive et d'implication sociale, est-ce que ça avait un effet bénéfique sur le vieillissement cognitif des personnes? Est-ce que ça prévenait le déclin cognitif? Alors la diapositive suivante va nous donner la réponse, et la réponse est, c'est pour ça que je vous le présente, la réponse est oui.
définitivement. Vous avez là l'évolution pour les deux groupes, le groupe contrôle ici, le groupe intervention. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez que même le groupe contrôle s'est plutôt amélioré au cours du temps, entre le départ à une année et 2 ans. Ça, c'est l'effet bénéfique de participer à des études, et je ne peux que vous encourager de participer à des études de recherche, parce que c'est stimulant et ça nous fait là aussi mieux vieillir. Cette étude a montré qu'effectivement, non seulement le déclin cognitif global était freiné chez les gens qui bénéficiaient de l'intervention, mais certaines parties de notre fonctionnement cognitif, en particulier ce qu'on appelle les fonctions exécutives, celles qui nous permettent de planifier, d'administrer, d'organiser notre quotidien, mais aussi la vitesse de raisonnement est améliorée. La moins bonne nouvelle, c'est que l'intervention n'avait pas d'effet sur la mémoire. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il s'agit ici de personnes qui n'avaient pas de démence. L'histoire est un petit peu différente une fois qu'un syndrome démentiel est présent. Et donc, le premier message de cette première partie, c'est de dire que les trajectoires de notre vieillissement sont influencées en bonne partie par l'investissement qu'on y met à l'âge adulte. Et dans le fond, bien vieillir au XXIe siècle, c'est avoir investi aussi un peu au XXe. Mais la deuxième partie, c'est aussi de dire, si on ne l'a pas fait, tout n'est pas perdu. On a encore du potentiel d'améliorer les choses, et en particulier en ce qui concerne l'activité physique, on a de solides données qui montrent que passer d'un état sédentaire à un état d'activité physique, pas un état sportif, mais juste de faire de l'activité physique au quotidien, vous permet d'être plutôt sur une trajectoire de robustesse que de fragilité. Donc même à un âge avancé, on a les moyens d'intervenir, et ça, indépendamment d'autres bagages génétiques. Deuxième partie, oui, juste au passage, juste pour vous prouver que la Suisse n'est pas si mal, c'est une étude européenne qui s'est intéressée à ce que les gens disaient de leur vieillissement, est-ce qu'il était un vieillissement qu'ils considéraient comme réussi ou pas. Et vous voyez, autant en 2007 qu'en 2013, la Suisse est sur le podium en termes de vieillissement réussi. Deuxième volet, le volet de prise en charge. En préambule, quand on a préparé cette conférence, qu'on m'a demandé de parler de médecine personnalisée pour les personnes âgées, pour moi c'était un petit peu quelque chose qui allait de soi. Pourquoi? Parce que la plupart des choses qu'on fait pour nos patients âgés, on n'a pas de base scientifique solide pour le faire. Il nous a fallu attendre la fin du siècle dernier pour avoir le premier essai thérapeutique avec des antihypertenseurs chez des octogénaires et des nonagénaires. Et beaucoup de nos prises en charge sont basées sur de l'empirisme, et donc par obligation ou définition, nos soins sont basés sur une prise en charge qui devrait être en tout cas individualisée. Et ces prises en charge, elles dépendent aussi bien sûr des choix et des préférences des personnes. Et quand on parle de médecine personnalisée, de mon point de vue, un des enjeux majeurs dans ce qui nous attend en termes de vieillissement de la société, ça va être entre autres de respecter les choix des personnes âgées. Leurs choix, ils sont très individuels, très personnalisés, parfois hétérogènes. Il y a quelque temps, on m'a présenté quelqu'un qui était pratiquement centenaire, qui était à la fois membre d'Exit, mais qui souhaitait qu'on le réanime en cas d'arrêt cardiaque. Ça nécessite quelques discussions. Les choix sont parfois surprenants, et ce que je voulais faire dans cette partie, c'est partager avec vous une étude qui a été faite par des collègues aux États-Unis, qui a pris une soixantaine de personnes âgées, des personnes âgées malades. Des personnes âgées qui, vous le voyez, avaient en moyenne 75 ans, prenaient 7 médicaments. Le professeur Bugnon va dans un instant nous expliquer tout le bonheur qu'il y a à prendre 7 médicaments à la fois. Des gens qui cumulaient en moyenne 5 maladies. Vous avez la liste ici de l'hypertension, du diabète, des maladies coronariennes, une insuffisance cardiaque, des maladies respiratoires, de la dépression, de l'arthrose, des chutes. 37% de ces personnes, lorsqu'on leur posait la question quelle était leur qualité de vie, répondaient plutôt moyenne ou plutôt mauvaise. Et la question qu'on leur a posée dans le groupe, c'était de dire, dans le fond, qu'est-ce que vous attendez de votre prise en charge médicale? Quels bénéfices sont pour vous prioritaires? Quelle est la chose numéro 1 que vous attendez de vos soins? Je vous laisse réfléchir pour vous. À votre avis, ces gens, 75 ans, 5 maladies, 7 médicaments, 37% qui disent « bouf, ma qualité de vie n'est pas terrible ». À votre avis, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs soins et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui veut se lancer? Une amélioration de leur qualité de vie.
Ok, pas loin, mais ce n'est pas la première chose dont il parle. Pouvoir rester chez eux, autrement dit rester fonctionner, etc. Ils le disent, ce n'est pas la chose numéro 1 qu'ils disent. D'autres idées? Moins de médicaments. Ouais, ça, je relaye, sera M. Bugnon. Ok. Hein? Si ouais. Du confort, pas de symptômes désagréables, etc. Ils le disent. Ce n'est pas la première chose qu'ils ont dit. Vous savez ce qu'ils ont dit en premier? Bible. On l'oublie, et beaucoup des messages qu'on nous donne, une fois qu'on est vieux, dans le fond, les choses auxquelles on pense, c'est secondaire. Alors ils nous disent, j'aimerais vivre le plus longtemps possible, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est important. Pas si la qualité de vie n'est pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la qualité de vie que les gens veulent? C'est très précisément ce que vous avez dit. Rester indépendant au quotidien. Préserver mon autonomie, c'est-à-dire ma capacité à décider pour moi-même, c'est en lien avec le vieillissement cognitif. Préserver mon implication sociale, pouvoir avoir un rôle encore auprès de mes proches. Et puis ensuite seulement viennent des choses qui nous parleraient comme médecins, qu'on aurait envie de mettre très haut dans la liste. Pas d'aggravation de mon problème de santé, et puis, si possible, pas de symptômes désagréables. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour remettre une fois encore en perspective. Tant qu'on n'a pas posé la question aux gens, on ne sait pas quelles sont leurs priorités et quelles sont leurs préférences. Et la tendance dans notre système de santé en général, par la pression du temps qu'on nous impose, est à passer outre et peut-être à réfléchir et à décider à la place des gens. Et je termine là en guise de conclusion. De mon point de vue, il y aura un fort enjeu autour du respect des choix des patients âgés dans le futur, aussi par le fait de la pression économique. Disposer d'informations valides pour bien informer ces patients, de façon à ce qu'ils prennent des choix les plus éclairés possibles, est un enjeu. Et en ce sens-là, et ce sera la note positive par rapport à la médecine personnalisée, en ce sens-là, les données de la médecine personnalisée seront extrêmement précieuses pour améliorer notre capacité à informer les gens, en particulier sur leurs pronostics. Et ça a une importance capitale pour les